Bienvenue à l'Institut du monde arabe et merci d'être venu si tôt un vendredi matin ici. Et pas si tôt, mais tout de même, c'est pas si facile que ça de venir un vendredi matin. L'Institut du monde arabe ouvre maintenant sa première édition des rendez-vous de l'histoire du monde arabe. C'est la première édition, donc tous les ans à cette époque, il y aura une édition de ces rendez-vous de l'histoire. Ces rendez-vous ont été faits sur le modèle de ceux de Blois, qui avaient été créés par Jacques Lang quand il était maire de la ville. Et nous nous appuyons sur les équipes de Blois pour mettre en place cet exercice. Donc c'est un événement à Paris unique, mais qui existait à Blois. Et d'autre part, donc, nous avons voulu, dès le départ, faire quelque chose en grand. Nous avons 50, à peu près 50, je ne vais pas raconter exactement, mais une cinquantaine de séances comme celle-ci, comme la vôtre, sur 3 jours. Et nous avons fait ceci avec nous avons une coopération, alors là, il faut que je regarde, avec l'Obs, avec France Culture. Tout à l'heure, il va y avoir une séance animée par France Culture qui va être transmise, avec Le Monde des religions, avec France 24, TV5 Monde, Radio Orient et le Courrier de l'Atlas. Pardon? Et qui? Et Histoire, oui, j'ai oublié. Et la revue Histoire. Voilà. Je vais m'asseoir un petit peu peut-être dans le fond parce que je vais malheureusement être obligé de vous quitter avant la fin. Mais bonne chance. Merci Gilles Gauthier. Bonjour à tous. Merci donc d'être venus. Nous sommes là pour vous présenter un petit livre, Villes arabes, cités rebelles, dont j'ai eu le plaisir de diriger la publication. Un livre paru aux éditions du Cygne très récemment, au mois de mars dernier, et qui fait suite à un colloque qui s'est tenu en octobre 2014 à la mairie de Paris, organisé par le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, que je tiens donc ici à remercier. J'ai 2 exemplaires de l'ouvrage ici que je peux faire circuler. Il est disponible à la vente à la librairie de l'Institut, mais c'est quand même plus simple de jeter un œil au produit. Ceux qui connaissent peuvent le faire circuler. C'est pas encore un best-seller, mais ça ne saurait tarder. Alors, au rendez-vous de l'histoire du monde arabe, il me faut commencer par dire que ce livre n'est pas un livre d'histoire. La perspective historique existe. Il y a même parmi les contributeurs des historiens, dont l'un d'eux nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Mais c'est d'abord un livre sur les villes et les sociétés urbaines contemporaines du monde arabe. Et lorsque l'histoire est convoquée, c'est pour expliquer les situations actuelles, les correspondances entre les situations passées, les situations actuelles, ou comme le fera Mathieu Rey, pour expliquer aussi, pour relativiser la nouveauté, la soudaineté des mobilisations urbaines. Ce livre est donc une collection d'articles, c'est un ouvrage collectif, une collection de 15 articles assez courts, enrichi d'une postface, dont je recommande particulièrement la lecture. C'est la postface de Elias Sambar, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, qui propose un texte très personnel sur Jérusalem. Vous avez un certain nombre d'études de cas dans ce livre sur quelques capitales de la région, Le Caire, Beyrouth, Tunis, Rabat, Ramallah, Doha, mais aussi des études de cas qui portent sur des villes secondaires, des villes moyennes, dont on parle peu, dont on parlait même presque jamais, parfois, avant les soulèvements de 2011. J'en cite quelques-unes, Suez et Tanta en Égypte, Constantine en Algérie, Nabatiyé au Liban, Homs el Lataki en Syrie, dont on parle malheureusement plus souvent aujourd'hui. Et je crois que c'est la première originalité de cet ouvrage, c'est d'aller effectivement vers des terrains urbains peut-être plus discrets, en tout cas sur les cartes politiques du monde arabe, mais qui le sont moins du point de vue de l'armature urbaine des pays, du point de vue démographique aussi.
le point commun de ces textes est, je dirais que leurs auteurs y livrent un matériau empirique de première main, souvent inédit, et qui est issu d'enquêtes réalisées par chacun des auteurs sur le terrain, très récemment, après 2011 dans la plupart des cas, mais par des chercheurs qui connaissaient leur terrain avant 2011. Et je mentionne ceci car, à mon avis, ils ont cette capacité de remettre en perspective leurs analyses, une mise en perspective qui fait souvent défaut dans la littérature pléthorique qui a succédé aux épisodes révolutionnaires, mais qui est nécessaire et qui est une exigence du thème de l'ouvrage, qui porte sur la ville, sur l'urbanisation, et qui touche donc à certaines tendances de fond qui ont des racines historiques importantes et qu'il est important aussi de décrire. Alors avant de donner la parole à deux auteurs de l'ouvrage, donc Mathieu Ray, qui est maître de conférence à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, et Mariangela Gasparotto, qui est doctorante en anthropologie à l'EHESS, eh bien je vais tâcher de vous présenter en quelques minutes les objectifs principaux de cet ouvrage et son contenu. Alors, le livre a un objectif principal et deux objectifs secondaires. L'objectif principal, qui est en réalité plus un parti pris qu'un objectif, c'est d'opposer à la réalité des destructions en cours dans le monde arabe. Certaines villes ne sont plus abordées que comme des villes en guerre aujourd'hui dans la région, même quand les conflits ils sont parfois latents, suspendus ou même arrêtés. Donc opposer à la réalité des destructions la vivacité des constructions, la vivacité des constructions politiques. Il est beaucoup question de mobilisation, la vivacité des constructions sociales, il est beaucoup question des sociabilités et de leur inscription dans la ville, la vivacité des constructions culturelles, identitaires, et je dirais même la vitalité des constructions tout court, des constructions architecturales, urbaines, car voilà un dénominateur commun à l'ensemble des villes de la région, ce sont les rythmes effrénés de l'urbanisation, les rythmes effrénés de la construction, de la croissance urbaine, des rythmes qui n'ont pas faibli avec les soubresauts, sous les soubresauts des années 2011. Ça a même été le contraire en Égypte, puisqu'on a prouvé que le pays avait connu un boom de l'urbanisation, notamment dans les quartiers non réglementaires, après 2011, dans un contexte de vide politique, de baisse des contrôles policiers, etc. Donc c'est un parti pris, effectivement, les constructions plutôt que les destructions. On parle le monde arabe compte près de 400 millions d'habitants, la moitié d'entre eux vit en ville aujourd'hui, à l'instar finalement des taux mondiaux. Un habitant sur deux est urbain, à l'échelle de la planète et aussi à l'échelle du monde arabe, ce qui invite d'emblée à ne pas voir ces villes sous l'angle de l'exceptionnalité. Il n'y a pas d'exception arabe en matière de croissance urbaine, de taux d'urbanisation en tout cas. Ça, c'était pour l'objectif principal, qui est, vous l'avez compris, plutôt un parti pris qu'un objectif. Deux objectifs secondaires ensuite, qui pourraient se retrouver finalement dans les fragments de ce titre, au risque d'être un peu simpliste, aux villes arabes cités rebelles. Donc le premier objectif, qui pourrait s'arrêter au premier fragment de ce titre, villes arabes, qui est l'objectif finalement avec une ambition non démesurée, qui est l'objectif d'améliorer la connaissance, d'améliorer tout simplement la connaissance sur les villes et les sociétés urbaines contemporaines du monde arabe. Donc c'est l'objectif, la volonté de parler de l'urbanité, donc de ce qui fait l'urbain dans cette région du monde, à l'heure des changements politiques et sociaux, à l'heure de l'intensification des conflits, etc. Il s'agit de ne pas oublier que les villes du monde arabe sont le théâtre, bien entendu, mais aussi le réceptacle et même souvent le déclencheur de la plupart des épisodes, des révoltes, des mouvements sociaux et politiques que la région connaît en ce moment. Et donc avoir une connaissance intime de ces villes permet probablement d'être un peu plus intelligible dans l'explication des changements politiques et sociaux.
Donc évidemment, le bouquin essaye de voir quels sont les effets de ces changements sur l'urbanité. On le sait, ils sont nombreux. Si l'on pense au rapport aux espaces publics, au rapport à la citoyenneté, etc. Je vous invite d'ailleurs à suivre à 11h30 une table ronde qui porte sur Ville et Révolution dans le monde arabe et qui effectivement permet, je crois, d'éclairer un certain nombre de ces effets, justement, de ces changements sur les villes. Donc voir les effets de ces changements, mais aussi dire qu'ils sont un prisme insuffisant pour comprendre l'urbanité dans sa diversité, dans sa globalité. Le travail de Mariangela sur les sociabilités le montre, je crois, très bien. Le deuxième objectif, pour le coup, s'incarnerait donc dans le deuxième fragment de ce titre, Cité rebelle, qu'il me faut aussi peut-être expliquer. Le terme est assez galvaudé, qui a plutôt coutume de désigner les groupes d'opposition au régime contesté. On pense notamment à la Syrie. Mais si on s'est risqué à le maintenir, c'est un peu ma responsabilité, peut-être que mes collègues, contesteront cette utilisation, c'est en lui donnant une acception très large, en fait, une acception en tout cas beaucoup plus large que le seul processus de rébellion, d'insurrection urbaine, sans nier que c'est une réalité pour de nombreuses villes, mais essayer d'avoir une définition plus large en tout cas que celle du sens commun, en cherchant notamment des formes d'insoumission, des formes d'insubordination dans d'autres dimensions de la vie urbaine. Donc on a deux aspects. Le premier, c'est le non-respect des règles sociales, des règles juridiques, des règles urbanistiques. Et le deuxième aspect, c'est l'invention de nouvelles formes d'organisation collective, de formes d'autogestion, en marge des cadres institutionnels, et ce qui pourrait être considéré comme une revendication, sans qu'elle soit forcément nommée de cette manière, une revendication pour le droit à la ville par des citadins qui sont largement privés de droits élémentaires dans la région. Alors l'association de ces deux objectifs, donc essayer de définir les contours de l'urbanité dans le monde arabe, sous l'angle ou à l'aune de la rébellité, pardon pour le néologisme, mais vous comprenez que l'acception qu'on donne effectivement au mot rebelle va un peu plus loin que la seule rébellion. Donc l'association de ces deux objectifs a produit 3 parties dans l'ouvrage. Je les décris en 2 minutes et puis je cède la parole. 3 parties, une partie espace politique, une partie espace d'identification et une partie espace d'expérimentation. Dans la première partie, espace politique, il s'agit de montrer que les villes du monde arabe et d'ailleurs sont des sites privilégiés des mouvements de revendication. Alors elles sont à la fois cadres d'apprentissage de la rébellion, pour paraphraser Mathieu Ray, pour le cas de la Syrie, mais aussi territoires ressources, pour des tribus par exemple, qui revendiquent le contrôle des espaces urbains, comme c'est le cas en Mauritanie, comme le montre le texte de Vincent Bisson dans l'ouvrage, ou encore territoires en jeu, comme le montre Julie Chapuis dans l'ouvrage, à partir des villes du sud Liban, conquises par le Hezbollah, à Nabatiyeh notamment, qui a su synthétiser les revendications du prolétariat urbain, des classes populaires, et celles de l'élite citadine. Donc la conquête du pouvoir du Hezbollah est passée par une action en direction des espaces urbains. Et c'est assez rare pour être souligné ici. La deuxième partie porte donc sur les constructions identitaires dans un contexte qui est marqué effectivement par l'importance des normes sociales, l'importance des formes de contrôle autoritaire des espaces aussi. Et cette partie révèle 2 choses. D'abord, des processus très complexes. Je crois des processus très complexes de construction identitaire. Et là, le texte de Mariangela le montre très bien. Elle parle de la jeunesse urbaine de Ramallah en Palestine. Et elle évoque cette soif de loisirs, cette soif de sociabilité qui va aussi un peu avec un désir de dépolitisation, ou en tout cas de tenir à distance le conflit, jusqu'à ce que ce conflit ne ressurgisse dans les loisirs, elle le montrera. Donc des processus très complexes de construction identitaire. Et puis deuxième chose que montre cette partie, c'est ce qu'on a appelé des insoumissions citadines, comme le montrent 2 articles notamment très intéressants, celui de Nessim Znayen sur la consommation de l'alcool à Tunis,
et celui de Jean Zagagnariz sur les rencontres clandestines, amoureuses, dans les villes marocaines, qui montrent bien que les habitants jouent largement avec les normes. Dans la troisième partie, on parle de la fabrique urbaine, de la construction physique de ces villes, qui crée cette fabrique, qui crée parfois les conditions de la contestation, les conditions de l'opposition. Dans cette partie, plusieurs auteurs partagent un postulat qui est celui de la reformation dans le monde arabe d'une dualité urbaine. Non plus dualité entre une vieille ville dite arabo-islamique et une ville européenne, une ville coloniale, mais une dualité entre, d'une part, des enclaves urbaines, qui sont les enclaves des grands projets, de l'urbanisme néolibéral, largement inspiré du modèle en vigueur dans les pays du Golfe, et de l'autre côté, des zones d'habitat informel, de plus en plus peuplées, de moins en moins bien intégrées à la ville, et qui pourtant abritent parfois une part très importante de la population. C'est seulement 15% à Amman, capitale jordanienne, mais c'est déjà 30% à Jeddah, la deuxième ville saoudienne, peu de gens le savent, et c'est plus de 60% de la population urbaine au Caire, par exemple. Mais là encore, la production urbaine, la production urbanistique montre qu'il y a finalement autant de règles que de façons de contourner les règles. Vous avez des corpus juridiques pléthoriques. Au Caire, on a des dizaines et des dizaines de lois censées réglementer la production urbaine, mais la réalité montre qu'effectivement, voilà, il y a autant de règles du jeu que de jeux avec les règles, pour le dire rapidement. Voilà, je m'arrête là. C'est difficile de résumer ces 15 parcours urbains, et je crois que la meilleure façon de les incarner, c'est de donner la parole donc à Mathieu Ray pour commencer, qui a rédigé un texte qui s'intitule « Ville et conscience politique en Syrie quand l'urbain éveille ». Et ensuite, Mariangela Gasparotto, qui donc parlera de l'expérience urbaine d'une jeunesse sous occupation à Ramallah, en Palestine. Mathieu. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et Roman particulièrement pour son invitation à représenter cet ouvrage et donc à revenir un peu sur le projet et la genèse, mais aussi remercier Manon Nour Tanous qui a été une organisatrice et animatrice depuis de nombreuses années du Cercle des jeunes chercheurs et par là même qui a permis, et qui nous fait l'honneur d'être dans la salle aujourd'hui, qui a permis donc d'animer cette recherche depuis ces dernières années. À l'origine de mon papier ou à l'origine de ma contribution vient une réflexion qui prend corps au moment des événements de 2011 en Syrie. Donc à l'époque, je poursuis mon terrain dans le cadre d'une thèse qui porte sur les années 50, sur la Syrie et sur l'Irak. Et je réside à cette fin à Damas et circule dans le pays entre 2011 et 2013. Le premier constat porte sur le fait que nous voyons les villes être des théâtres de la contestation, c'est-à-dire que c'est dans la ville que se déroulent les manifestations, c'est dans la ville que l'on tente d'avoir une prise de contrôle, etc. Mais que d'un autre côté, les premières analystes tendent à accentuer la focale sur la composante rurale des populations, le caractère nouvellement intégré, sur des quartiers informels ou autres. En parallèle, pour des besoins de recherche, des discussions répétées avec des personnes connaissant particulièrement bien l'Irak me font remarquer soudainement que le processus 2003-2011, c'est-à-dire la contestation cette fois-ci sous la forme de guerre civile et sous la forme de la prise de contrôle de la ville par les armes, procède finalement quelque peu d'une même logique. Des populations qui étaient en périphérie des villes, donc des urbains au sens de la classification administrative, soudainement se soulèvent, prennent les armes et tentent de contrôler la ville, voire d'en changer l'aspect. Ces deux constats initient le tout début de ma réflexion. Comment, en 2011, la ville est à la fois théâtre, mais aussi moteur de la contestation qui peut prendre, dans le cas de la Syrie, une forme de manifestation et de révolution au sens premier du terme, c'est-à-dire de la volonté de rompre avec un ordre ancien qui est dénoncé et logique révolutionnaire qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, même si on a tendance à ne plus vouloir en parler. Et d'un autre côté, une logique très rapidement de guerre civile dans le cas de l'Irak, avec un affrontement qui prend la forme immédiatement de fronts, de zones, etc. Ces deux discussions
font écho à ce moment-là avec mes propres recherches sur les années 50, dans lesquelles une des grandes thématiques porte sur la manière dont des systèmes politiques nés des élites urbaines, les parlementarismes, systèmes plutôt libéraux, on les qualifiera peut-être pas de démocratiques, mais représentatifs de composantes de la population, ont dû faire face à une contestation multiforme, sous la forme de coups d'État principalement, de la part de nouvelles élites, elles-mêmes héritées des campagnes environnantes. À partir de là, j'ai tenté d'essayer de réfléchir sur une comparaison de deux séquences révolutionnaires importantes et largement structurantes pour le monde arabe, à savoir l'âge des révolutions des années 50, si j'emprunte l'expression au professeur Henri Laurence, et d'autre part aux révolutions telles qu'on les nomme aujourd'hui de 2011, ou le printemps arabe si vous voulez le résumer, c'est-à-dire toute cette série de contestations qui s'inscrivent dans des trajectoires strictement nationales. On a une révolution syrienne, une révolution tunisienne, égyptienne et autres, mais qui partagent finalement de larges traits communs dans la mesure où elles font écho à l'épuisement des ressources symboliques, matérielles, politiques et de toute nature de régimes qui ne peuvent, pour demeurer, que s'appuyer sur des logiques de coercition absolue, voire laisser, dans le cas du régime baathiste irakien, comme héritage à la société, de quoi créer des phénomènes miliciens à travers l'ensemble du pays. Pour mémoire d'ailleurs, ou pour écho, on voit bien d'ailleurs une comparaison encore avec la Syrie dans ce cadre-là. Dès lors, je voulais émettre une hypothèse et tenter cette comparaison autour d'une idée d'un réagencement des deux catégories importantes, c'est-à-dire comment la ville se constitue par rapport à la campagne, comment la campagne s'inscrit dans la ville. Je pense qu'il est très difficile de comprendre l'urbain sans le mettre en rapport ou sans tenter de comprendre sa relation avec son environnement rural strict. Et ici, une histoire de court terme prend forme dans le monde arabe. À partir des années 50, le modèle de la ville arabe classique disparaît totalement. Auparavant, juste pour vous resituer très très brièvement les choses, nous sommes sur des villes qui sont emmurées, qui sont disposées dans des quartiers de longue sédimentation. On a des villes qui se sont constituées autour d'un XVIIIe siècle et qui peuvent remonter beaucoup plus antérieurement. Le paradoxe du monde arabe, d'un point de vue urbain, c'est le fait d'avoir une très longue tradition, beaucoup plus ancienne que l'Europe, avec des taux d'urbanité beaucoup plus importants que ceux de l'Europe, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, puis une inversion, c'est-à-dire une dominante rurale à partir de là jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 50, ce premier espace de la ville, traditionnel et découpé, explose par l'accolation de nouveaux quartiers, qu'ils soient venus de zones informelles pour accueillir les ruraux en mobilité rapide, ou bien pour accueillir les élites qui sortent de la vieille ville, devenues insalubres par rapport aux techniques et aux équipements modernes, et donc constituent de nouvelles structures. Avec ce réagencement, s'orchestre un nouveau dialogue entre l'urbain et le rural. Ce premier dialogue tient à une double migration. Migration, je dirais, par le haut et migration par le bas. Par le bas, elle est connue, c'est l'exode rural qui se met en œuvre à partir des années 50 et qui fait que des populations, pour ne prendre que les exemples syriens et irakiens, mais on pourrait largement les étendre au cas égyptien, jordanien et autres, voient des villes comme Damas passer de quelques centaines de milliers d'habitants à aujourd'hui 2,5 millions. Bagdad, c'est même dans sa structuration, mais là je parle sous le contrôle de Cécilia Pieri, on voit même dans son pavage urbain le doublement ou le triplement de sa surface urbaine en 50 ans. Donc on a véritablement un changement d'échelle. Or, ce changement d'échelle procède à l'époque par l'invention de nouveaux quartiers qui viennent à recréer un pavage rural à l'intérieur des villes. Tout simplement, lorsqu'il s'agit de se déplacer de son village, on habite à proximité de celui qui a inauguré l'implantation urbaine et l'on reconstitue des logiques. Ceci donc concerne la migration par le bas. La migration par le haut, au contraire, concerne très peu de personnes, mais extrêmement influentes. Dans le cas de la Syrie, par exemple, ce sont l'ensemble des nouveaux officiers, c'est-à-dire ceux qui vont constituer l'armée nationale
à partir de 1948 et surtout des années 50. Ces nouveaux officiers viennent plutôt des périphéries au sens premier du terme, c'est-à-dire des espaces, des frontières de la Syrie, et appartiennent souvent à des minorités. Ils prennent place dans des académies militaires comme celle de Homs, qui devient le lieu où ils découvrent la ville. Et c'est le choc. La ville est un lieu de la modernité, un lieu du développement, un lieu, dans une large mesure, de la facilité par rapport au milieu qu'ils ont pu connaître dans la campagne, qui est celui du recul et du cloisonnement. Ce choc nourrit largement leur révolte et l'institution urbaine permet largement une prise de conscience. Il est nécessaire d'avoir cette double dynamique de mouvement par le bas, de mouvement par le haut, de telle manière à voir comment la ville devient un lieu, à un moment donné, de contestation. Processus similaire mais un petit peu différent dans le cas des années 2000. Cette fois-ci, le mouvement par le bas est, je dirais, permanent. Aujourd'hui, l'exode rural se poursuit dans ces pays et n'a jamais été intégré, voire constitue la problématique majeure du Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. En effet, à la différence de l'équation merveilleuse de l'Europe, l'exode rural n'a jamais pu bénéficier d'un accueil, c'est-à-dire de la création d'emplois afférents, etc., sous la forme d'une révolution industrielle ou d'une révolution des services qui aurait permis l'intégration dans des dynamiques économiques de ces pays. À cela, une raison, c'est une hypothèse personnelle, peut-être que la mise en place d'autoritarisme qui prive de toute liberté des peuples empêche de développer des activités et empêche l'intégration économique durable de ces populations. De même, une migration par le haut, mais cette fois-ci vers d'autres institutions. Là, je prendrai uniquement le cas de la Syrie. Les populations de Deraa, pour mener des études supérieures, vont se rendre à Alep, vont se rendre à Homs, vont entrer en discussion à travers les universités avec d'autres composantes de la population. Et à travers cette rencontre, à travers ces forums informels, ils vont développer toute une culture de la contestation, je dirais, au quotidien. Pour ne prendre qu'un exemple, dans l'université d'Alep, vous allez avoir des mises en place de tontines, c'est-à-dire de mise en commun de financement, de telle manière à pouvoir assurer le logement pour quelqu'un, la nourriture pour l'autre, tout simplement parce qu'on a affaire à des étudiants qui n'ont peu de moyens. Ces tontines vont constituer les lieux à partir desquels des discussions vont s'élaborer au cours des années 2000. Et pour avoir mené un certain nombre d'interviews auprès de ces personnes, ils vous expliquent par exemple que lorsqu'en 2003 ils découvrent l'invasion de l'Irak, soudainement ils organisent une manifestation tolérée par le régime parce que le régime dénonçait à l'époque l'invasion américaine, mais qui montre soudainement un basculement possible dans le politique à partir d'une pratique strictement quotidienne. Tout ceci constitue l'armature d'une partie des contestations de 2011. Je ne vais pas pouvoir m'étendre plus longtemps sur le parallèle ou sur la comparaison entre les deux situations. Mais il me semble strictement nécessaire de repenser l'histoire urbaine de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est de bien montrer comment toute une histoire tacite a été omise à propos du Moyen-Orient, c'est-à-dire une histoire des mouvements de population, des mouvements d'intégration et des mouvements de décloisonnement des cadres anciens. Or, ces cadres anciens ont permis ou se sont refondés dans l'arrivée de ces populations, c'est-à-dire que là où l'on fonctionnait, par exemple, en termes de tribus en Irak, on va retribaliser la ville et dans les structures urbaines héritées d'héritages plus anciens. Ainsi, les quartiers vont former la contestation. Ceci est le premier point. Le deuxième point, c'est la fragilité de l'urbanité du Moyen-Orient, qui est source d'innovation majeure d'une part, mais d'un autre côté, qui est une source, je dirais, pacifique et donc susceptible d'être écrasée par la force. Aujourd'hui, nous assistons de façon massive à la destruction physique des espaces urbains. Pour ne prendre que le cas de la Syrie, Homs, Deir ez-Zor ont quasiment disparu, ou à plus de 70%. Et aujourd'hui, c'est bien une entreprise de déstructuration physique, politique et symbolique de la ville qui a pourtant été le creuset et le lieu de production du politique. Et pourtant, hormis toutes les voix qui s'élèvent de la part de populations, celles-ci ont toujours énormément de difficultés à trouver un écho raisonnable dans l'espace public en dehors du Moyen-Orient.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci aux organisateurs pour avoir organisé cette belle journée. Merci Romain pour nous avoir donné la possibilité d'être là. Dans l'article Ramallah, l'expérience urbaine d'une jeunesse sous occupation, j'ai décrit certains espaces des sociabilités qui sont présents dans la ville de Ramallah, dans les territoires occupés palestiniens. Ces textes constituent une partie de ma thèse en anthropologie qui porte sur les jeunes dans la ville de Ramallah. Donc, je pars de l'idée selon laquelle les cafés, les rues ou l'université peuvent constituer un bon point de départ pour observer les différentes interactions qui ont lieu entre les jeunes, ainsi que les rapports des genres, les normes qui sont en vigueur et celles qui sont transgressées. Je pense que dans les contextes particuliers palestiniens, observer le quotidien des jeunes peut aider afin de saisir comment l'occupation israélienne influence et pèse sur la vie des jeunes de tous les jours. Donc, dans la première partie du texte, j'ai décrit un contexte urbain de Ramallah qui est un contexte qui est assez particulier parce qu'il constitue comme une sorte de sommet d'un processus qui a lieu dans l'ensemble des territoires occupés. Dans la deuxième partie, j'ai décrit des espaces de sociabilité en focalisant mon attention sur un bar qui est assez spécial, qui est les Beitanis. Donc, ces bars se trouvent dans les centres-villes de Ramallah, juste à côté du centre culturel palestinien Sakakini et d'autres hôtels de luxe comme les Movenpick Hotel ou les Royal Court Hotel. Je pense que cet exemple est intéressant parce que les Beitanis cristallisent certaines tensions qui sont présentes en ville. Donc, avant tout, c'est un endroit qui se trouve justement dans les centres-villes où un grand portail en bois cache un jardin qui devient souvent les lieux des concerts ou des soirées musicales organisées. C'est un endroit qui se présente comme inscrit dans la tradition palestinienne et dans la tradition de la résistance politique. Ceci, on les voit par exemple dans les affiches qui sont collées au mur et qui font écho à la résistance palestinienne qui est vue sous un angle internationaliste. Il y a des affiches qui font appel à la guerre de Indochine ou bien à la libération des femmes. Donc, comme dans les années 60 ou 70, les peuples palestiniens la lutte du peuple palestinien fait partie d'une lutte qui est internationale, qui voit les opprimés contre les peuples oppresseurs.
Donc, malgré cet affichage du politique qui est assez présent, l'endroit est considéré par les non-habitués de la ville comme un lieu qui a des mœurs dissolues, voire comme un bordel ou un endroit de débauche. Avant tout, il s'éloigne des préceptes religieux. Pardon. Avant tout, il s'éloigne des préceptes religieux parce qu'il sert ouvertement de l'alcool, parce qu'il est ouvert pendant les mois du Ramadan, ou bien parce qu'on ne trouve pas une séparation de genre. En deuxième lieu, cet endroit montre la division des classes qui est présente dans la ville de Ramallah. Donc, cet endroit est fréquenté par une clientèle qui est assez fixe et qui est composée tant par des internationaux que par des Palestiniens. Donc, on vient dans ces lieux pour danser, pour boire des coups ou bien pour manger. Tout ceci s'est fait à des prix qui sont assez élevés, ce qui rend l'endroit inaccessible pour toute une partie de la population. Donc, il y a aussi une sélection qui s'est faite à l'entrée. C'est ce qui provoque l'exclusion de toute une partie de la population. Par exemple, un jeune homme du camp de réfugiés de Al-Amari, qui se trouve juste à côté dans la banlieue de la ville, m'a dit que si on est un jeune homme du camp ou si on n'est pas bien habillé, on n'a pas le droit d'y rentrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette fracture économique reprend une fracture qui est sociale. En fait, la clientèle fait partie de l'élite ou de la classe moyenne haute palestinienne qui a émergé après les accords d'Oslo, dont les intérêts privés ont pris la place des projets collectifs ou nationaux. Donc, cet endroit, ces différences des classes montrent aussi des différences dans les attitudes des habitués. Au point que un de mes interlocuteurs qui habite dans la banlieue de Ramallah m'a dit qu'il ne pourrait jamais accepter que sa petite copine aille au Beit Anissa. Donc, je disais que ces lieux font partie. Ces lieux est fréquenté par des habitués qui se détachent selon les représentations et des valeurs de la résistance palestinienne. Donc, pendant mon article, j'ai décrit comment une crise politique s'est répercutée sur les Beit Anissa. Notamment en août 2013, pendant que les accords entre les gouvernements palestiniens et les gouvernements israéliens avaient repris, 3 jeunes hommes du camp de réfugiés de Kalandia ont été tués. Ensuite, Benjamin Netanyahu a annoncé
la construction de nouveaux bâtiments dans des colonies à Jérusalem-Est. Ceci a provoqué en premier lieu une manifestation qui a eu lieu dans la ville, pendant laquelle tous les cafés ont fermé. Tous les cafés sauf les Beit-Anis. Donc il faut savoir que dans les occasions de deuil, tous les cafés ferment leurs portes principales tout en gardant ouvertes les portes secondaires. En fait, dans les cafés, la vie continue normalement. Les Beit-Anis s'étaient distingués parce que lui, il avait les portes grandes ouvertes. Quelques jours après, une deuxième manifestation avait été organisée et celle-ci, elle partait de la place principale et elle arrivait jusqu'à la Moukata, jusqu'au palais gouvernemental. Donc cette manifestation a été interrompue violemment par la police palestinienne. Mais ce qui est important, c'est que une vidéo a fait les tours des réseaux sociaux qui montrait une jeune femme pendant qu'elle insultait un policier. Donc la presse locale, les lendemains, et aussi dans les discours quotidiens, on parlait souvent de cette femme, tout en l'associant au Beit-Anis. Donc il y avait un journal qui disait qu'elle avait pris son diplôme au bar. Donc ce qui me semble intéressant, c'est que si ces bars peuvent donner l'impression d'un train de vie qui est détendu et qui est détaché des questions sociales et politiques, les situations auxquelles j'ai assisté montrent que les politiques est présente tant dans les discours des gens que dans des situations bien précises. En particulier, elle relève des tensions qui sont plus générales et qui font écho aux fractures qui existent à Ramallah. En conclusion, ce lieu particulier qui est le Beit-Anis, avec les poids dont il est chargé, est les révélateurs des dynamiques qui dépassent les limites de l'endroit, mais aussi peut-être les limites de la ville et de la région. Merci beaucoup à tous deux. Alors évidemment, le choix des recherches qui vous sont présentées aujourd'hui sur la Syrie, sur la Palestine, ne sont peut-être pas celles qui permettent le plus de minimiser les destructions, le poids des destructions par rapport à celui des constructions, encore que vous êtes quand même parvenus à nous montrer les choses différemment. Et je crois que là, il y a encore effectivement un intérêt commun prouvé par ces deux travaux à aller étudier, travailler sur les pratiques sociales, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans les cercles intellectuels et militaires, pour effectivement raconter une réalité urbaine qui échappe effectivement parfois à ceux qui ont le prisme uniquement politique. Alors on a commencé à 10h10, je pense qu'on peut donc légitimement déborder un petit peu le temps. Il est 11h moins 10, donc on peut se laisser un quart d'heure de questions et réponses à nos deux auteurs si vous le souhaitez. Je crois qu'il y a un micro qui peut-être peut circuler. Non, je vois personne qui pourrait nous faire passer un micro. Mais sinon, Cécilia, il y a un fil à ce micro, alors je peux pas trop. Soit tu te déplaces, soit je... messieurs, au fond, est-ce qu'on peut avoir un micro HF ? Ah, voilà. Donc il suffit de le... Donc on a une question devant, s'il vous plaît. Oui, on va peut-être prendre 3 ou 4 questions, faire un premier tour de table et voir le temps qui nous reste après. Moi, j'ai deux petites remarques et une question pour Mariangela.
Petite remarque pour Mathieu, c'est simplement que le mouvement d'expansion hors des anciennes limites et l'exode rural et la pression et ce mélange très particulier entre exode rural et construction urbaine a commencé à Bagdad en fait dans les années 30. Mais ce qui s'est passé dès 1950, c'est qu'il y a eu une explosion des ressources du pétrole. Ça passe de 1 million de dinars en 1949 à 86 millions de dinars en 1954. Et donc là, effectivement, il y a tous les agréments. Je veux dire, le terrain est déjà préparé depuis les années 30, mais c'est vraiment l'afflux soudain de ces revenus du pétrole qui provoque en fait dès 1952 cette intifada dont tu as très bien fait à mon avis le parallèle avec 2006. Ma question c'est pour Mariangela et donc simplement une remarque sur le livre. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée de rebellité appliquée aux villes du Golfe. C'est tout simplement, pour moi, ce qu'elles font aux villes du Golfe, c'est de la déréglementation ultra-néolibérale, point. La rebellité, même si tu tournes un petit peu le concept, ça quand même, c'est l'idée d'une lutte. Et en fait, on peut parler de mépris des règles, mais c'est pas vraiment une lutte. Voilà. Donc, je suis assez critique sur ce terme de rebellité. Je conçois que pour des raisons opératoires, on le déforme et on lui fasse une plasticité nouvelle. Mais c'est voilà. Pour moi, tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, on passera à d'autres questions. Il y a un article qui traite des villes du Golfe dans l'ouvrage. Effectivement, il était plus difficile à caser que les autres. J'ai bien compris. Tu as raison. Le mépris des règles, pour le coup international en matière de développement durable, etc. C'est la nouvelle norme. Je veux dire, c'est une nouvelle norme. C'est pas tellement une rébellion. Ma question à Mariangela, c'est vraiment est-ce que tu crois pas que dans cette soif de consommation et cette attitude que tu montres des jeunes Palestiniens, enfin des jeunes de Ramallah, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les autres, c'est pas aussi tout simplement un effet de la mondialisation des comportements, c'est-à-dire bon, enfin, je veux dire, c'est l'occupation israélienne, mais c'est aussi ils ont envie de s'amuser, de consommer, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. En fait, j'aurais deux questions donc pour les deux intervenants. La première par rapport à la Syrie. Qu'est-ce que vous pensez de la vision interne des Syriens concernant le début de la révolution qui est venue de Daraa, donc une ville qui est plutôt une petite ville donc de campagne, et puis vous avez parlé de Homs qui sont un petit peu, je le dis avec un peu d'humour, mais un peu les Belges de la Syrie, puisque toutes les blagues syriennes un petit peu vaseuses concernent des gens de Homs, et du coup on a vu un basculement dans la vision même des Syriens de gens de Daraa et de Homs qui sont devenus des héros, puisque c'est plutôt d'eux qui est venu, on va dire, le cœur de la révolution. Donc quelle vision ont aussi les Syriens des villes vis-à-vis de ces deux petites villes on va dire de campagne, même si Homs c'était quand même une grande ville, mais quand même considérée comme des campagnards. Par rapport à Damas et à Alep, on a beaucoup comment dire, reproché à Alep de ne pas être entré dans la révolution très rapidement, alors que c'est une grande ville, etc. Bon, il y a le contrôle aussi des villes par les autorités, mais je trouve que c'est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Et puis la deuxième question, c'est par rapport à Ramallah. Traditionnellement, Ramallah, bon, c'est une ville chrétienne. Quelle vision aussi vous avez de la dichotomie qu'il y a entre Ramallah et El Biré, puisque ce sont des villes jumelles? On va dire que toute cette élite et puis cette jeunesse qui habite El Biré, pour la plupart, donc dans des quartiers ultra chics, va à El Biré, justement dans ces bars, dans ces lieux de villégiature. Et donc là, on se pose la question du rapport qu'il y a dans la résistance palestinienne entre ces jeunes qui vont à Ramallah et qui, en fait, ne se cachent pas, mais en réalité se cachent quand même d'une partie de la société de Ramallah et El Biré. Quel est le point de liaison entre cette génération-là qui lutte de cette manière, en tout cas politiquement, et puis les autres qui ne vont pas dans ces lieux-là et qui luttent autrement. Et comment on fait, entre guillemets, dans l'union nationale que les Palestiniens veulent chercher, pour trouver justement une impulsion, alors que là, on voit qu'il y a quand même une division de la jeunesse qui pose question, peut-être pour la société, mais aussi pour les autorités aussi. Merci. D'autres questions ?
On peut peut-être... oui, une main se lève ici. Oui, à propos de l'explication qui a donnée par la première question, là, ce qui était la manne pétrolière, quoi. On s'aperçoit actuellement que le prix du pétrole baisse. Dans des pays comme l'Algérie, les importations en quantité baissent. La demande intérieure en énergie en Algérie augmente. Hein. Ils envisagent même de rechercher du gaz de schiste. Hein. Et puis en contrepartie, ils étaient autosuffisants. Le grenier à blé, à l'époque romaine et même maintenant, et même après, si vous voulez. Et l'Algérie, par exemple, est autosuffisante à hauteur de 40% au point de vue. Est-ce qu'il va y pas avoir une inversion de cette tendance ? Et donc, ces villes qui ont été construites suite à l'augmentation de la population, suite au tout, etc., ne vont pas se vider peu à peu de nouveau vers la campagne pour essayer d'avoir une autosuffisance au moins alimentaire. Bien, merci. Je vous laisse répondre. Relativement à ta remarque, Cécilia, et à la question sur le pétrole. Effectivement, on ne peut pas dater d'une date précise un mouvement urbain, sauf pour Medinat Saoura ou avant le quartier qui est construit très soudainement. Ce que je soulignais, c'est plus ce qu'on appellerait pour les villes africaines la durcification, qui prend forme véritablement à partir d'un moment donné, mais qui est discutée de façon très concrète à partir des années 40, tout simplement parce qu'à partir dans les années 30, il n'y a pas encore le besoin urgent, il n'y a pas suffisamment de population à loger, etc. Et on le retrouve les mêmes débats à l'époque en Égypte et en Syrie pour les cas que j'ai étudiés, mais je pense qu'on doit avoir le même problème en Jordanie. C'est-à-dire qu'on a un cri d'alarme dans les élites qui constatent très souvent, parce que c'est leur propre clientèle, qu'elles sont en train de migrer vers la ville. Et donc, que faire ? D'où alors des solutions différentes. D'abord, on joue sur les loyers. Ensuite, c'est tous les loyers bloqués, par exemple, au Caire. Ensuite, on joue sur des constructions de quartiers rapides, si on en a les moyens. Alors, il y a la rente pétrolière d'une part, mais pas seulement. Je veux dire, on voit en Syrie où on n'a pas du tout de rente pétrolière à l'époque. On débloque des moyens pour faire cela. Tout simplement parce qu'il y a une urgence dans la mesure où on considère que au mieux, c'est une révolution. Au pire, c'est pas le problème de la révolution qui se pose pour eux, c'est surtout la délinquance urbaine, où ils ont très peur. Enfin, on est vraiment dans le discours des classes laborieuses. On va se faire détrousser alors qu'on était dans une ville sereine que l'on contrôlait, etc. Donc, à pondérer, le pétrole joue, mais il faut tout de même le pondérer. Il accélère le processus. Là où il joue beaucoup plus en revanche dans le cas irakien, mais de façon un peu similaire en Syrie d'une autre manière, parce qu'il y a une rente pétrolière qui se met en place à ce moment-là, c'est dans la modernité des autres quartiers de la ville. C'est-à-dire que soudainement, on va vraiment avoir le clinquant luxe qui choque. Et toute la classe sociale qui va autour, c'est-à-dire tous ceux qui sont chargés des succursales de sociétés étrangères, à même de fournir les besoins pour cette classe qui aspire à de nouveaux besoins de consommation du fait qu'ils ont des revenus. Et là, on a un processus qu'on peut voir exactement pareil à Beyrouth, qu'on voit exactement. C'est la guerre des hôtels où la banlieue sud débarque à la Kalachnikov en disant « ça y est, j'ai accès à la suite de l'hôtel ». C'est un processus qu'on connaît bien. La vision intérieure des Syriens. Alors d'abord, je voudrais reprendre une chose sur Homs et sur Deraa. Pour les Syriens, ils ont une conscience historique qui est un peu plus importante que celle de nos médias occidentaux. Et ils l'analysent en premier lieu à partir d'une histoire qu'ils connaissent bien, c'est la lutte contre les Français. Et Homs, c'est le premier lieu de contestation des Français en 1932. Enfin, un des lieux de contestation urbaine massif. Contrairement avec la légende traditionnelle, Damas se rend, Homs conteste. Et là, on a vraiment la reproduction identique. Alep, de toute façon, est la dernière dans la ville. C'est pas nouveau. Les Alépins sont pro-français en 1946, au moment de l'indépendance. Donc, ils ne sont pas surpris. Effectivement, on a cette ambiguïté entre le Belge local et le héros de la Révolution. Mais s'il s'agissait de rire des blagues des Homsites, lorsqu'on les voit, des Homsiotes, lorsqu'on les voit agir, tout de suite, c'est l'incarnation. En revanche, la dynamique est similaire. Deraa et Homs, ce sont des quartiers qui se mobilisent, ce sont des solidarités locales qui se mettent en place, etc. Avec en plus un rejeu de famille, c'est-à-dire que les migrations rurales du 19e siècle font que les populations se connaissent par des liens à distance, avec des relais par Douma.
Et du coup, la vision n'est pas si différente que cela. Daraa, certes, est une ville de second rang, et c'est là toute la question de l'urbanité, où on a une réflexion qu'on pourrait mener sur l'Égypte. Est-ce que Tanta est une ville ou est-ce que ça n'est pas une ville? On aboutit en gros à 2 capitales en général qui sont considérées comme des zones urbaines. Quelques zones secondaires comme Homs, Latakia pour leur hypercentre, parce que là, les fonctions et l'armature urbaine montrent qu'on a une différence. Mais sinon, c'est une communauté, c'est-à-dire ce sont les lieux de la révolte. Daraa, c'est le bastion du Baas des années 60 qui a promu une nouvelle élite à l'intérieur du parti. Et ce n'est pas innocent que ce soit la même zone qui se soulève à 40 ans de décalage. Phénomène, pour le coup, que je rapprocherai de l'Algérie, où tout d'un coup, on a les mêmes zones du FLN dans les années de la guerre d'indépendance et les zones du FIS dans les années 90. On voit que, grosso modo, mettre en place des autoritarismes n'aboutit absolument pas à régler un problème dans le monde arabe. Oui, bien sûr. Je pense que le processus qui est un acte à Ramallah fait partie d'un processus qui est plus large et qui intéresse non seulement les autres villes palestiniennes, mais aussi les autres villes du monde arabe et même plus. Ce qui est important de remarquer, c'est le fait que, oui, à Ramallah, on voit plus qu'ailleurs en Palestine cette tendance. Mais en fait, on peut la voir aussi dans d'autres villes palestiniennes. Donc, certains sociologues ou certains journalistes ont parlé de Ramallah comme d'une bulle qui se détache du reste des territoires palestiniens. Mais en fait, la politique qui a été menée après les accords d'Oslo vise à centraliser la ville, mais on voit aussi la naissance des mêmes... par exemple, on voit par exemple la naissance d'un grand centre commercial qui se trouve dans la place des Naplouse, par exemple. Ou bien on voit les Pizza Domino qui est aussi à Naplouse. Donc on voit vraiment les signes de la globalisation un peu partout. Donc pour ce qui concerne la ville chrétienne de Ramallah, donc oui, Ramallah est née en tant que ville chrétienne, mais après la Nakba, après la catastrophe de 1948, elle est devenue une ville mixte, et même avant, ça l'était. Donc c'est important de remarquer ça. C'est important de remarquer que c'est une mixité. C'est pas une ville où les communautarismes religieux caractérisent son ensemble. Ce qui me semble de voir, c'est que les gens qui n'arrivent pas qui ne peuvent pas se permettre d'aller au café, d'aller au Beytanis, d'aller dans les autres cafés ou pubs, vont à la maison, sont à l'université, sont dans d'autres endroits de sociabilité. Donc les maisons qui deviennent des lieux publics, presque. Ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être un point commun, c'est un détachement qui est assez fort des partis politiques traditionnels. Plusieurs de mes interlocuteurs m'ont décrit les partis liés au gouvernement comme corrompus. Donc, c'est comme si les partis politiques ne faisaient plus partie de la géographie urbaine de la ville. Et donc, c'est peut-être dans ce sens que des lieux qui ne sont pas censés être politisés, ils les deviennent. Donc ils deviennent les sièges de discussions politiques, de organisation des différentes manifestations et ainsi de suite.
Merci. Alors, je crois que je vois les organisateurs au fond de la salle. Peut-être qu'on peut finir sur 2 questions courtes, peut-être très courtes, pour ne pas laisser la frustration s'installer dans l'auditoire en début de journée. Ce serait dommage, à moins qu'il n'y ait pas de questions et donc de frustration. Et à ce moment-là, on s'arrête là. Je crois qu'on s'arrête là. Merci à tous d'être venus. Merci à nos 2 auteurs. Merci. Et donc, je vous rappelle simplement le titre, Villes arabes, cités rebelles, édition du Cygne, a priori disponible ici à l'Institut Monde Arabe ou bien en ligne. Merci à tous.